Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir effectivement un samedi matin alors qu'il va faire 21 degrés aujourd'hui à Toulouse. Même si je rappelle que la ville risque d'être un tout petit peu bloquée à 15h puisqu'il y a de nouveau les manifestations Sivins et autres qui risquent, surtout qui fait vraiment beau, qui risquent un peu d'émailler, enfin en tout cas de rendre la journée un peu compliquée. Peut-être un petit mot déjà pour parler... Pour rajouter un petit point sur ce qu'a dit Karine dans l'introduction. Je crois qu'effectivement, il y a deux sujets qui se posent à nous. Il y a comment on recolle les morceaux au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, c'est aussi faire avancer le parti. Et le deuxième, parce que vous, plus spécifiquement en Haute-Garonne, vous avez beaucoup connu Lionel Jospin, qui était conseiller général. On sait que, je pense que c'est le Premier ministre qui a eu le meilleur bilan de la Ve République. Le meilleur. Vous connaissez mieux que quiconque ici, quelqu'un de très sérieux, qui a eu un excellent bilan, et pourtant on n'a pas été au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002. Ce qui signifie une seule chose, c'est que lorsque le parti arrête de travailler, on ne peut pas gagner une élection nationale. Et donc là, on a un double objectif, c'est faire réussir la deuxième partie du quinquennat, et là on est tous derrière et le président de la République et le Premier ministre pour faire gagner, faire en sorte que cette deuxième partie du quinquennat puisse réussir. Donc ce qui suppose de remplir toutes les conditions que Karine a énoncées précédemment. Et il faut aussi qu'on réfléchisse à 2017, parce qu'on sait que lorsque le parti arrête de travailler, et je crois quand même qu'au cours des... Enfin, peut-être pas ici, mais je crois qu'au cours des 2 dernières années, il a un peu arrêté de travailler, on sait quelle est l'issue. Ce n'est même pas la peine de faire des pronostics. Encore une fois, on a cet exemple extrêmement douloureux pour nous, de 2002, avec un bilan pour un Premier ministre qui n'avait jamais été aussi bon. Je rappelle quand même qu'il y a eu 2 millions d'emplois créés, qu'on était à une croissance à 3,7, 2 millions d'emplois créés, alors qu'on avait quand même 3,4 millions de chômeurs en 97. C'est un bilan exceptionnel qu'il y a eu, et pour autant, on n'a pas été capable d'être au deuxième tour de la présidentielle en 2002. Ce qui signifie que cette responsabilité-là, elle ne nous incombe pas, elle n'incombe pas au gouvernement, même s'il a une petite part de responsabilité, c'est le parti qui est à la manœuvre là-dessus. Et si le parti est absent, on sera absent du deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017. Cette présence, elle est indispensable et elle vaut pour tous les sujets. Effectivement, depuis 2 ans et demi, la une de l'actualité, c'est souvent des questions économiques, ce qu'à titre personnel, je regrette. Parce que la France, c'est pas que l'économie. La France, c'est... alors je fais exception du mariage pour tous, qui a effectivement donné lieu à quelques débats. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse sur ce qu'est notre pays, sur ce que nous sommes, comment on se positionne dans l'Europe, dans la mondialisation. On peut parler d'identité, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais en tout cas, si on abdique sur ces sujets-là, ça veut dire que la gauche est en train de mourir. Parce que ces sujets-là, ce sont des sujets de gauche. Alors ce matin, on pourra en parler, hein, bien entendu, puisque tout est ouvert. On a proposé d'aborder peut-être deux volets, parce que c'est peut-être plus des réponses immédiates que nous pouvons apporter, ou en tout cas dont nous pouvons débattre, qui sont les questions économiques et aussi la question des institutions. Karine a oublié une chose tout à l'heure, parler que du Premier ministre, on propose aussi de baisser le nombre de députés à 400. Il ne faudrait pas croire qu'on ne s'inclut pas dans la réforme institutionnelle et de réduire le nombre de mandats dans le temps à 3. Donc enfin, voilà, on pourra mettre tous ces sujets-là sur la table, mais qui effectivement, je crois, peuvent en tout cas constituer un certain nombre de réponses. Alors sur les questions économiques, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui n'est pas compris dans une situation telle qu'elle existe aujourd'hui? Ce qui cloche, c'est qu'on est, alors je ne mets pas, bien entendu, la France a ses responsabilités, mais l'Europe en a aussi. Pour vous donner un petit exemple, depuis 2007, la richesse par habitant en Europe, aujourd'hui, est inférieure à ce qu'elle était en 2007. Alors ça ne concerne pas forcément la France, mais ça veut dire que l'Europe patine. Elle patine, elle n'arrive pas à redécoller depuis la crise. Les États-Unis, eux, sont repartis. Et donc, face à cette question-là, quelle a été ou quelle peut être une réponse de gauche? Il se trouve que, sans doute, notre réponse est un peu cafouilleuse. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais que sur cette ligne-là, nous peinons
a peut-être imprimé une marque très claire. D'un côté, l'Allemagne dit la solution, c'est de laver plus blanc que blanc, de ne plus avoir de déficit, de réduire la dette, d'avancer. Les Italiens et les peuples peut-être plus du Sud nous disent « mais regardez, nous on a fait de l'austérité », donc comme s'il y avait une certaine forme de « il faut avoir mal pour que ça marche ». Et la France, au milieu de tout ça, qui est quand même la deuxième puissance économique de la zone euro, a une ligne qui est peut-être mal comprise ou plus compliquée, ou en tout cas qui se cherche un peu, et une ligne qui, comme elle est peut-être moins claire que ce qui peut être affiché dans d'autres pays, n'est pas forcément soutenue par son propre parti. Ce qui donne lieu à des débats entre les fameux, moi j'aime pas cette expression de frondeur, enfin, parce qu'elle a été utilisée, je vais l'utiliser une fois ce matin, et puis ce qui serait le parti légitimiste qui voterait les yeux fermés, et quel que soit le résultat au final. Et ça, c'est une question de dire comment on peut à la fois soutenir ce qu'on veut soutenir, c'est-à-dire l'investissement, puisqu'on sait que si on n'est pas capable de mettre de l'argent dans l'économie, d'investir, à un moment donné, on finit toujours par en payer l'addition, et en ce moment, on est pile au moment où on en paye l'addition qui est ultra élevée. C'est une addition en termes d'emploi, c'est une addition en termes de soutien social, c'est une addition aussi en termes de crédibilité de ce que peut être la parole politique. Et le deuxième volet de ce soutien, comment ce soutien peut-il être non pas fait sur le dos des gens, mais qui puisse être porté de manière collective. Et sur ce point-là, il faut quand même reconnaître que nous avons échoué, en tout cas moi je le dis peut-être de manière, enfin ceux qui me connaissent ici savent que je ne ferai pas la langue de bois, sur ce point-là on a échoué. C'est-à-dire à dire comment, dans le fond, une politique de gauche peut-elle être une politique de soutien à l'activité économique sans renoncer à ce que nous sommes, sans renoncer à ce qui a fait notre force, sans renoncer au fait que c'est nous qui assurons via ces politiques la cohésion de la société. Et si nous ne le faisons pas, on voit que cette cohésion de la société s'effiloche, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc comment arriver à recoller les morceaux tout en ayant deux objectifs à poursuivre, un objectif économique, on ne peut pas laisser notre pays ne pas soutenir l'activité économique, c'est pas vrai, mais tout en assurant la cohérence de la société. Alors on a proposé, Karine l'a dit, pour arriver à recoller les morceaux, à se dire, dans le fond, il faut que la puissance politique reprenne la main. Une main dont elle s'est peut-être fait déposséder, ou peut-être elle s'est laissée déposséder. Il ne faut pas croire qu'on serait totalement innocent ou naïf dans cette affaire, ou peut-être pas responsable. Un des moyens qui me paraissait le plus lisible, et puis aussi le plus puissant, c'était de se dire, aujourd'hui dans le fond, nos adversaires, je ne vais pas reprendre le discours qui a lieu au Bourget, mais ce n'est pas forcément des États qui mèneraient d'autres politiques, ce sont des multinationales transpays qui vont faire leur marché, qui se donnent au plus offrant. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on a eu à voter, il y a un médicament que vous connaissez, qui est dans la presse, qui est le médicament contre l'hépatite C. L'hépatite C, c'est une maladie qui met longtemps à guérir. Les médicaments qui existaient précédemment ont des effets secondaires épouvantables pour les gens qui les prennent. Et là, tout d'un coup, il y a une molécule qui a été découverte par un petit laboratoire, qui depuis s'est fait racheter par un gros laboratoire américain. Et ce gros laboratoire américain, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait faire son marché. Il allait voir les Allemands, les Italiens, les Français. Et leur a dit, moi, la boîte de ce médicament, je la vends 19 000 €. 19 000. Les coûts de production sont 10 fois moindres. Hein. Brevet, tout ce que vous voulez. 10 fois moins. 19 000 €. Bon. C'est à prendre ou à laisser. Donc quand vous êtes législateur, vous n'allez pas vous dire, je vais priver mes concitoyens d'un médicament qui marche et qui en plus évite des effets secondaires épouvantables. Ce laboratoire est allé voir tous les pays. Italie, Allemagne, France. Et leur a dit, ben non, mais les Allemands acceptent de payer, donc vous ne pouvez pas faire pareil. Les Italiens leur a dit, ben non, mais les Français acceptent de payer, donc vous ne pouvez pas priver vos concitoyens de ce médicament. Et c'est comme ça que les gens viennent faire leur marché sur notre territoire. Alors que c'est de l'argent de la Sécu, c'est votre argent, notre argent, qui sert à rembourser ces médicaments. Et on en est là. On en est au point où on se fait dicter la loi par des boîtes américaines
qui a bien compris qu'en Europe, on avait un système de protection sociale qui marchait, beaucoup mieux qu'aux États-Unis, et qu'on était prêt à payer 19 000 € la boîte de médicaments contre l'hépatite C. Ce qui fait la joyeuse somme de 1 milliard d'euros à la fin de la journée. Alors vous me direz, sur le déficit qu'on a, 1 milliard, oui, mais enfin, quand même, 1 milliard, ça commence à se sentir un tout petit peu. Si on avait une vraie politique qui soit une politique où on avance ensemble, on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait peut-être une dépense à 300 ou 400 millions. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que quand on est faible face à un certain nombre de multinationales, l'argent qui manque, il faut aller le chercher ailleurs. Et c'est la tentation d'un certain nombre de vouloir aller chercher de faire payer les ménages, puisqu'effectivement, il faut pouvoir boucler le budget de l'État. Ça, c'est un exemple très concret. Deuxième exemple très concret. Un certain nombre de multinationales, comme Karine l'a dit, se disent « je crée de la richesse en France, oh, mais j'ai pas envie de payer un taux d'imposition de 33,3%, donc je vais, cette richesse, une fois que je l'ai fabriquée ici, par des mécanismes légaux, mais poussés à leur extrême, mais légaux quand même, je la délocalise dans un autre pays, qui ne fait pas payer d'impôts ou qui ne fait pas beaucoup payer d'impôts. » Et donc ça, c'est effectivement un combat que nous avons engagé sans trop de succès jusqu'à présent. Le succès viendra sur cette question, qui est de dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire en sorte, à recréer cette souveraineté européenne, la richesse créée ici par des travailleurs français, allemands, anglais, elle est taxée ici, et elle revient parce qu'effectivement, elle permet de payer les professeurs, les enseignants, les infrastructures qui servent, qui sont utiles pour créer cette richesse. Ça, c'est effectivement, alors c'est un combat qui peut paraître un peu théorique dans la manière de faire, mais qui est extrêmement puissant, et en tout cas on le voit face à la force des lobbying qui vont à l'encontre des propositions qu'on peut être amené à formuler sur ces questions-là. C'est une question de retrouver notre propre souveraineté, de reprendre la main politique. Alors encore une fois, ce n'est pas des propositions de l'extrême gauche. Ces propositions, elles ont même été portées par l'OCDE, qui a fait formuler 15 propositions, et nous on en a pris 3. Et pas non plus, on n'a pas poussé le curseur au maximum, on n'a pas mis le pied sur l'accélérateur au maximum. On en a pris 3, et je crois que, qui sont extrêmement simples, je crois qu'il aurait été important pour notre combat de gauche que nous puissions les faire adopter. Bon, il y a eu, je ne vais pas revenir sur les épisodes qui se sont Karine en dira un mot, où on a eu d'abord des oui puis des non, mais je crois que si le Parti socialiste parvenait, à l'issue du congrès du mois de juin, à se positionner très clairement sur 2-3 idées, c'est-à-dire on reprend la main, la richesse créée ici, elle doit être taxée ici. C'est-à-dire que ça puisse revenir à l'ensemble des concitoyens français, des contribuables français. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, sur les soutiens aux entreprises à l'investissement. C'est-à-dire que, encore une fois, on est dans un paradoxe inouï dans notre pays, et je ne vais pas le dire, parce qu'on a effectivement des centres en Midi-Pyrénées, c'est une des rares régions qui reste un commerce extérieur, une balance commerciale, je vais y arriver, positive. On le dit pas assez souvent, on est le 3e pays au monde pour l'innovation. 3e. Pourquoi cette innovation, on n'est pas capable de la traduire en richesse? Pas suffisamment capable de la traduire en richesse. Ça, c'est aussi une question de se dire comment, le deuxième point qu'on peut trancher dans ce congrès, c'est comment nous, socialistes, on veut, via une politique de gauche, soutenir la création, soutenir l'innovation, soutenir cette capacité à transformer notre intelligence en richesse qui puisse profiter à tous. Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet qui me paraît extrêmement important, donc le premier, c'est on reprend la main sur la richesse qui est créée ici, on la laisse pas s'échapper. Le deuxième sujet, on tranche la manière dont on soutient la création de richesse, dont on transforme cette innovation en chiffre d'affaires, enfin en emploi, parce que c'est ça la fin de la journée, ce à quoi on va parvenir. Et le troisième volet qui paraît extrêmement important, c'est comment on soutient dans ces conditions le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Si ces 3 piliers-là n'avancent pas ensemble,
reprendre la main sur cette souveraineté de richesse, être capable de soutenir les entreprises avec une politique de gauche et faire en sorte que le pouvoir d'achat ne soit pas le grand perdant ou l'oublié de nos politiques, je pense qu'on aura réussi à avoir une ligne politique qui soit très claire pour nos concitoyens. Pour moi, c'est l'enjeu du Congrès, un des enjeux, mais il faut qu'on en sorte pas dans un cafouillis général. Parce que si c'est pour transposer le cafouillis général qui existe au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, au sein du Congrès qui aura lieu, je ne sais pas où, mais qui aura lieu en juin, là, on sera assez mal barré et pour réussir la deuxième partie du quinquennat et pour envisager de gagner en 2017.